pas ça l'objectif de la science. La science construit notre savoir-faire. Vous savez, la littérature ne se limite pas au maniement de la langue, mais à la façon dont un écrivain représente le monde. Le jeune homme s'entête à vouloir faire à ce qui se reconnaissent. Bah oui, c'est une star, quoi. C'est quelqu'un qui a toujours eu tout le monde à ses pieds. Lorsqu'on a interdit l'union des populations du Cameroun, les UPCistes sont entrés dans le maquis, c'est-à-dire dans la clandestinité. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition. Le programme, c'est La Voix du Livre. Nous lisons et parlons de l'ouvrage. Et vous savez, comme il est de coutume, dans cette émission, nous recevons chaque fois un invité, un auteur. Pour cette nouvelle édition, nous allons donc à la rencontre de Monsieur Issoufou Soulimouchili. Bonjour Monsieur Issoufou, vous avez fait toutes vos études à l'université Yaoundé, hein? Et ce qui est plus intéressant, c'est que vous êtes un fruit pur camerounais. Et le plus intéressant est que vous êtes auteur de plusieurs ouvrages scientifiques. Il faut bien le préciser, puisque déjà vous-même vous êtes un scientifique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour cette nouvelle édition, ce qui nous a intéressé, c'est le dernier ouvrage que vous avez commis. Et le titre, c'est « Qu'est-ce que l'humanisme aujourd'hui ?» Alors, en sous-titre, vous parlez vers une tentative biocentrique. Alors, ce qui est intéressant, et c'est que nous voudrons savoir quel a été, ou alors comment était votre état d'esprit au moment de la rédaction de cet ouvrage. Merci de m'avoir invité et je remercie Richard Gonor qui n'hésite jamais de m'inviter à ces émissions à cette occasion, et je voudrais aussi remercier tous vos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Je voudrais dire que ma préoccupation fondamentale consiste à penser une philosophie réaliste correspondant aux objectifs de notre temps. Parce que on a l'habitude de penser que la philosophie, dans les majorités populaires, la philosophie est une discipline qui occupe inutilement des cerveaux qui auraient pu s'exercer dans des domaines plus rentables. Effectivement, c'est ce qui n'est pas vrai, puisque la philosophie, notre contexte culturel contemporain ouvre un large boulevard à la philosophie. Et quand j'introduis un ouvrage sur qu'est-ce que l'humanisme aujourd'hui, c'est pour me demander s'il faut continuer à penser l'humanité comme on l'a fait dans l'histoire de la philosophie, et si les sciences répondent à beaucoup de questionnements sur la nature de l'homme, comment il vit et vers où il va, pourquoi la philosophie ne s'intéresserait pas à cette question en tenant compte de ce que quand la science parle d'une chose, elle ne ment pas. Et une philosophie qui veut renaître devrait tenir compte du discours scientifique sur le réel et sur l'humain. Pourquoi vers une tentative biocentrique? C'est justement parce que dans notre univers techno-scientifique, l'humanité n'est plus perçue de façon générique, comme dans l'histoire de la philosophie où on disait l'homme est un animal social, l'homme est un animal politique. Non, la science procède à une connaissance des particularismes de l'humain. Et ces particularismes se constatent à partir de la prise en compte de l'individualité de chacun. Donc, une seule définition générique ne peut pas suffire à contenir l'humanité. Et comme la science s'investit dans la connaissance de l'homme au cas par cas, il faut bien que la philosophie se pose la question de savoir pourquoi ne pas prendre en charge ce que les sciences disent de l'homme et penser une philosophie de l'homme qui serait réaliste, qui démontrerait à suffisance vers quoi tend l'humanité contemporaine. Alors, quand on regarde votre ouvrage, nous savons que vous l'avez commis ici à la Matin, cette institution qui nous accueille aujourd'hui. Alors, il faut dire que
vers une tentative biocentrique. On sait que vous êtes l'homme de la technoscience, ça vous intéresse beaucoup. Alors, comment a été le choix du titre de l'ouvrage? Le choix du titre, c'est que je voudrais effectivement comprendre quelle est la nature de l'homme, la véritable nature de l'homme. Et pour cela, j'ai voulu faire une philosophie qui s'ouvre à d'autres disciplines, et particulièrement les sciences biotechniques. Oui. Oui, parce que s'enfermer dans une seule discipline pour appréhender l'humain serait avoir une vision assez obtuse de l'homme. Or, en investissant d'autres champs de savoir, comme les sciences sociales, oui. Et les biotechnologies, on peut parvenir à une vision plus élargie de cet humain. Et quand je le dis, et quand je pense à un humanisme biocentrique, c'est parce que la science est aujourd'hui comme la locomotive de toutes les sciences. À partir du fait qu'elle est création, innovation et transformation, dans son évolution, elle entraîne les autres disciplines aujourd'hui. Et la philosophie n'est pas du reste. La philosophie n'est plus ce questionnement sur un être atemporel qui serait là tout le temps et qui serait l'incarnation de toute la vérité. Non. Nous savons que la vérité se construit. Et au fur et à mesure que notre intelligence ouvre de nouvelles brèches et pense la possibilité de toujours démystifier ce qui reste d'inconnu dans notre univers, la philosophie ne peut pas, à partir d'un savoir a priori, à partir d'un principe de la raison autosuffisante comme le proclamait Descartes ou Hegel, penser que le philosophe pourrait comprendre a priori la réalité des choses sans être allé au fond de ces choses à travers une technique précise que nous procure la science. Alors, c'est vrai que nous savons que l'ouvrage est tellement riche, beaucoup de lecteurs trouveront beaucoup d'idées et beaucoup de symbiose que vous avez faites. Il y a certains passages qui nous intéressent et qu'on voudrait forcément vous demander, puisque vous êtes là. On observe, vous-même vous observez dans votre livre, je voudrais le lire pour que vous compreniez, vous observez que les nouveaux pouvoirs humains, c'est-à-dire apportés par l'ethnie, la politique ou le juriste, vous estimez que c'est une politique qui concourt ou alors qui amène l'homme dans la destruction? Non, pas forcément. Mais l'homme, il faut déjà le comprendre et savoir qu'il s'agit d'un être qui ne vit qu'à partir du coût du risque. L'homme n'est jamais à l'aise quand il n'est pas dans le danger. Parce que c'est ce caractère dangereux de la vie qui fait le piment même de la vie, le charme de la vie, étant donné qu'on ne pourrait pas, la nature à l'origine ne fait pas de cadeaux à l'homme. Et l'homme ne peut vivre en liberté ou confortablement que s'il réussit dans un rapport de force à soumettre la nature à ses exigences. Et pour cela, il faut traquer la nature, la comprendre afin de la domestiquer. Mais qu'est-ce qu'il faut si on n'a pas en main l'outil scientifique? Bon, c'est pour toute notre culture contemporaine, la science est comme le moteur, l'éclaireur. Alors aussi, monsieur Issoufou, la science est donc l'éclaireur. Est-ce qu'aujourd'hui, avec certaines formes de science aujourd'hui en fait qui naissent et qu'on voit évoluer, il n'y a pas déjà une idéaliste de croire à un but oublié, un fin en soi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on se retrouve dans un monde, vous avez parlé par exemple d'un monde transformable, vous avez parlé de programmable, aujourd'hui on voit l'évolution de la science. Et est-ce que c'est pas cette base qui fait aujourd'hui que beaucoup de gens sont réticents de cette science qui voudrait aujourd'hui que tout soit mécanique par exemple? Il vaut mieux ne pas être réticent parce qu'il n'y a pas de science au degré de risque zéro. Nous sommes à une émission de télévision et pour que l'émission ait lieu, il faut des appareils. Tout à fait. Et les appareils sont obtenus à partir des matières premières. La transformation des matières premières crée nécessairement la question de la gestion des déchets de nos
usines de transformation de la matière. Et on ne peut pas aujourd'hui vivre sans la télévision, sans les outils de communication. C'est l'une des voies de la révolution qui a commencé au XXIe siècle, et au XXe siècle et qui continue en ce XXIe siècle, tout à fait. Et comment penser une science au degré de risque zéro? Ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il vaut mieux, au lieu d'avoir peur de la science, chercher à savoir comment vivre avec les dangers de la science. Les risques vers lesquels nous courons en nous investissant dans la science. Parce que c'est le seul moyen aujourd'hui pour se développer et être capable au Conseil des Nations d'avoir une position politique qui tienne. Les démocraties les plus développées peuvent penser en termes de redistribution des revenus en fonction de ce qu'ils sont capables de produire et non jamais en fonction des dons qu'ils seront capables de recevoir. Si nous ne nous investissons pas dans la science, c'est peine perdue. Toute l'éducation, toute la formation que nous donnons à nos enfants. Alors, est-ce qu'il faudrait donc appréhender la science d'une manière plutôt des risques vers le meilleur, ou alors commencer du meilleur vers le risque? Parce qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a eu beaucoup, que ce soit des révolutions qu'on a vues dans des pays du Maghreb, par exemple, dans beaucoup de pays, et on a vu que la science a eu une domination sur le pouvoir. Est-ce que ces zones-là, ils n'étaient pas prêts, ou alors ils ont minimisé la force de la science? Et ils n'ont pas minimisé la force de la science. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans mes positions, je ne suis pas un adepte de la scienceologie. Encore moins, je ne fais pas de la scienceophobie. Bon, ce que je veux dire, c'est que quand nous comprenons le mode de fonctionnement de la science, dont la méthode est fondamentalement expérimentale, tout à fait, nous devons plutôt envisager le vécu humain dans un monde déterminé à se transformer en un environnement artificiel. L'homme est de moins en moins environné par la nature, mais il est de plus en plus environné par les gadgets de la technoscience. Donc ça fait partie aujourd'hui de notre être. Et comme ça fait partie de notre être, comment faire pour s'en séparer? Sinon, pourquoi ne pas chercher à réfléchir sur la question de savoir comment vivre avec la science? Parce qu'il est question de vivre avec la science. Et comment? Il n'y a pas d'éthique consistant à demander à la science de s'arrêter. Je voudrais prendre des exemples. Le Japon dernièrement pensait une politique d'électrification, d'augmentation d'énergie pour ces entreprises, pour ces usines de transformation. Le Japon pense que d'ici à l'horizon 2030, 22% de leur capacité énergétique viendrait de l'activité nucléaire. Et nous savons ce que sont les déchets nucléaires. Ce sont des déchets radioactifs. On ne peut pas éviter ces déchets. On ne peut pas non plus, il est encore impossible de les traiter, de les recycler au point d'en faire d'autres nouvelles sources de production pour autre chose. Quand vous avez vu ce qui s'est passé pendant la catastrophe de Fukushima il y a un peu plus de 4 ans aujourd'hui, les Japonais se sont mis à réfléchir sur une question précise. Faut-il annuler le développement de l'énergie nucléaire au risque d'être dépendant des autres pays qui leur fourniraient désormais de l'électricité? Ou alors, est-ce qu'il faut plutôt changer le système de construction des centrales nucléaires? Et pendant la centrale de Fukushima qui est en train d'être démantelée, une centrale ne peut pas être démantelée à moins de 30 ans. Parce qu'il faut éviter que ces déchets radioactifs sortent de la centrale en quantité insupportable par les formes de vie qui existent. Bon, mais qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut faire des études géostratégiques.
tout pose problème. Même ceux qui s'inquiètent de l'avenir du monde et courent vers les énergies renouvelables, ils ne changent pas la position du problème. Parce que d'ici 25 ans, il y aura le problème de la gestion des photos, des plateaux photovoltaïques qui seraient arrivés à péremption ou à terme. Donc, y aura-t-il, si tout le monde se met à utiliser les plaques, les panneaux photovoltaïques? Alors, nous savons que c'est des questions qu'aujourd'hui, par exemple, beaucoup, on s'est même parfois demandé, est-ce que ce risque-là n'était pas déjà envisageable? Ce n'est que quand il y a parfois des accidents qu'on constate qu'on est repris par la réalité de la science. Alors, Monsieur Issoufou, nous allons prendre juste une transition. Vous savez que nous faisons un clin d'œil aussi aux nombreux annonceurs pour cette nouvelle édition. Donc, nous allons donc prendre une transition à la vitrine et nous revenons juste après. Bienvenue à Crédit. Pour toutes vos transactions immobilières, une seule adresse, Line Imo. Line Imo est une agence immobilière qui met à votre disposition des parcelles loties, des parcelles pieds dans l'eau à des prix imbattables, les locations des voitures de luxe, la réservation de vos hôtels et appartements meublés pour votre séjour dans la cité balnéaire. Avec Line Imo, nous assurons toutes vos procédures foncières et cadastrales jusqu'à l'obtention de votre titre foncier. Infoline 699 428 32 04. Email line.touré@yahoo.fr. Avec Line Imo, c'est la sécurité foncière assurée. Mesdames, Messieurs, nous revenons sur ce plateau. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons de l'ouvrage intitulé « Qu'est-ce que l'humanisme aujourd'hui ?» de Monsieur Issoufou Soulé, un auteur qui nous fait toujours l'honneur d'être là, un scientifique, je pourrais dire hors pair, parce que c'est ce qui en ressort. Alors, Monsieur Issoufou, nous savons très bien que aujourd'hui, il y a des formes qui nous montrent que l'homme aujourd'hui soit se fait embrigader par de la science, ou alors se fait tromper par la science, ou alors l'homme voudrait oublier par exemple sa vie, voudra se cacher, comme par exemple aujourd'hui quand on voit ce que certaines sciences ou certaines formes de sciences développent, on a l'impression que l'homme est plutôt captif de la science au point d'oublier certaines réalités, comme par exemple vous avez souligné le fait de la religion. La question qu'on voudrait vous poser elle est simple: est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'homme peut vivre en dehors de la religion et se consacrer à la science? Disons que nous avons déjà essayé de construire un monde dont le facteur déterminant du vivre ensemble est de plus en plus la laïcité et la démocratisation. Et cette démocratisation qui se vit au niveau de la conscience et au niveau de la société fait que le religieux semble être privatisé et devient davantage un problème de conviction personnelle. Ça veut dire que l'homme sait qu'il a en main son destin. Il sait que l'orientation que prend sa vie est déterminée par lui-même. Et pour cette raison, le savant, l'intellect qui se développe et qui produit ce que nous voyons aujourd'hui n'est forcément pas déterminé par un principe transcendant, mais c'est que l'homme a su se mettre à l'ouvrage. Bon, faut-il mettre la religion de côté? Je pense moi pas que pour des questions existentialistes, on ne peut pas entraîner l'opinion vers son choix. Et alors nous savons quand même qu'il y a quand même des sémences qui sont faites, que certaines personnes titrent la ressource à la religion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a certaines essences en nous. Est-ce que déjà cela fait que nous ayons
Par définition, l'homme lui-même dans sa conception est scientifique. Et de par même sa conception, c'est scientifique. Le monde qui nous entoure est scientifique. Est-ce que déjà l'essence des phénomènes que nous avions à nous prouvait déjà que l'homme ne pourrait se dissocier effectivement de Dieu? Disons qu'il n'y a pas une essence qui serait là d'emblée, qui serait innée. L'homme, ce qui fait l'essentiel de l'humain, c'est l'ensemble des leçons tirées à partir des différentes contingences auxquelles il fait face. Il n'y a pas une essence humaine. C'est-à-dire, c'est quand je connais l'échec que je me prépare mieux pour la réussite. Personne n'est déterminé à réussir d'emblée. Mais chacun forge ses objectifs et pour atteindre ces objectifs, regroupe les moyens ou les outils nécessaires pour y parvenir. Et nous sommes dans un monde où on ne peut plus nier la perception existentialiste de l'humanité. L'essentialisme, peut-être c'est un objectif, mais ça ne peut pas être un déterminant premier et a priori de la nature humaine. La nature humaine se construit dans le rapport de force qui existe entre lui et la société, entre lui et la nature environnementale, entre lui et sa subjectivité. Et c'est ces trois entités permettent à chacun de se construire une personnalité. Alors, est-ce que déjà dans la conception humaine, dans la création humaine, il y a déjà certains parties à nous? On parle par exemple de lui, on parle de la vue, qui font que, puisque c'est ça qui nous aide dans la science, c'est ça qui nous permet aujourd'hui, quand vous prenez par exemple un bébé, vous le mettez dans un cadre restreint, vous le laissez là même pour 1 an, vous allez voir qu'il va développer des moyens qui pourront le permettre de survivre à cet endroit. Est-ce qu'aujourd'hui déjà en base de ces éléments-là, on ne peut pas dire que l'homme ne peut qu'être un certain consommateur de ce qui existe, puisque la science ne fait que révéler, mais la science ne crée rien. On n'a pas vu un monde où la science a créé, par exemple. Ça m'étonne que vous soyez en train de penser que la science ne crée pas. Je ne pense pas que les avions se sont révélés un peu comme le message christique. Je ne pense pas que la façon de prendre en charge l'homme, la capacité de transformation de la nature humaine à partir de toutes ces formes de biotechnologie, de technologie biomédicale, est-ce que cette inventivité de l'homme ne vous permet pas de comprendre que l'homme est créateur de son univers et que les films de science-fiction, par exemple, nous y invitent déjà. Ces films nous font comprendre que à partir d'une création virtuelle d'une certaine réalité, on pourrait adapter le monde réel à cette virtualité. C'est une éventualité. Mais ce qu'il faut dire, c'est que à vouloir à tout prix trouver un ferment religieux déterminant l'homme, parce qu'il faut voir que quelquefois je suis d'avis avec Marx pour que la religion serait l'opium du peuple, parce que l'attentisme que nous cultivons dans la foi, parce que nous nous attendons à un monde mieux après la mort. Bon. Est-ce que nous avons suffisamment travaillé notre monde pour savoir que ce ne serait pas, peut-être, possiblement, ce n'est pas mon opinion, mais je dis, qu'est-ce qui nous fait croire que ce monde présent n'est pas effectivement le mieux? Oui, puis justement, parce que c'est cette question que je voudrais vous poser. Quand on voit, effectivement, avec des textes, que ce soit des textes bibliques ou coraniques, on voit qu'il y a une certaine forme qui va dans le sens que certaines prophéties ont révélé. Quand on voit que nous sommes partis
d'un être humain et qu'à un moment donné, ça s'est divisé, c'est-à-dire que chacun a pris son chemin. À un moment donné, on était perdu dans le monde. C'est-à-dire pour aller d'un point à A, il fallait parcourir parfois des centaines, des milliers d'heures, voire des années pour arriver à un endroit, et qu'aujourd'hui, vous avez énuméré par exemple le fait qu'aujourd'hui, on a des appareils qui nous permettent aujourd'hui de faire par exemple 8 heures à un voyage qu'on on faisait autant, 5 ans, 10 ans, et qu'aujourd'hui donc, on revient, parce qu'aujourd'hui, avec par exemple l'arrivée de l'Internet, aujourd'hui il est facile, par exemple, quelque chose qui se passe à un coin du monde, que cela soit répertorié en un temps record et que tout le monde soit au courant. Est-ce que vous n'imaginez pas que cela va vers effectivement cette réunification, puisque cela est annoncé dans des livres bibliques, et que cela permettrait donc aujourd'hui que si, puisque les chrétiens le savent, que le Christ reviendra, d'accord, s'il revient aujourd'hui, il serait très facile d'être au courant, contrairement à une certaine époque où tout le monde était caché et qu'on était tout séparés. Est-ce que vous ne voyez pas que cette forme-là montre réellement que l'homme est manipulé par une divinité, c'est-à-dire le Créateur, qui fait donc que on a l'illusion de pouvoir créer, mais en réalité, on fait sa volonté. Moi, je me dis qu'il faut souvent se demander si la Bible et le Coran ne sont pas des tentatives d'universalisation de certaines cultures locales. Oh oui. Précisément d'Orient. À ce niveau, il faut aussi savoir une autre chose. Et c'est très fondamental parce que l'instinct de survie que manifeste l'homme et qui peut être soutenu, supporté et développé par la capacité de déploiement de son intelligence, cela fait que on ne pourrait pas, parce que si on rentre dans votre logique, on serait en train de penser un déterminisme, le déterminisme, parce que tout serait parti de la Bible et du Coran. Mais il faut déjà voir dans quel contexte ces livres ont été écrits. Il faut voir dans quel comment on a réussi à affilier un pan de l'humanité à ces messages dits révélés. Ce qui est sûr et ce qui est fondamental, c'est qu'il y a en l'homme un ensemble de facultés. Et ces facultés ne s'exercent que grâce à l'éducation et à la formation. Et sinon, si l'homme a toujours eu cette tendance religieuse, pourquoi l'évolutionnisme nous montre autre chose? Est-ce que, parce que s'il faut se référer à la Bible, l'homme existe il n'y a pas plus de 4000 ans. Et Adam et Ève seraient sortis des mains de Dieu tout fait. Pourtant, l'homme existe au-delà des millions d'années. S'il faut se référer à l'évolutionnisme, la science dit ce qu'est l'origine de l'homme en le prouvant. La religion dit la même chose en espérant qu'on croit à ce qu'elle dit. Mais aujourd'hui, il y a par exemple, pas seulement la Bible, il y a eu effectivement des livres prophétiques, il y a eu par exemple l'évangile de Jésus-Christ, il y a eu aujourd'hui la prophétie, le livre, le Coran, qui aujourd'hui, beaucoup de savants, beaucoup de philosophes sont arrivés effectivement dans leur recherche à trouver réellement ces effets. Il ne faut pas oublier le fait que le désir de connaître qui a animé l'homme en tout temps lui l'a obligé d'aller vers une certaine compréhension du monde. Mais le monde n'est pas né avec la science aussi développée qu'on l'observe aujourd'hui. Tout à fait. Oui. Mais ce sont des formes de cosmologie qui se sont développées selon que des traditions voulaient penser une réalité du monde.
Mais il se trouve que les sciences physiques ont élaboré l'idée que nous avons aujourd'hui du monde. C'est-à-dire, le monde a été vu comme une réalité spatio-temporelle à l'intérieur duquel nous observons toutes les données. S'il faut se référer à la religion, la Terre, on devrait retourner au géocentrisme où la Terre est immobile et c'est le soleil qui se lève à l'est pour se coucher à l'ouest. Or, nous savons tous que le soleil est fixe et la Terre, comme les autres astres, tourne autour du soleil. Et c'est pour cette raison que nous n'avons pas la nuit en même temps partout dans le monde. Nous sommes ici dans la journée. Aux États-Unis, certainement, ils sont encore dans la nuit. Dans d'autres pays, ils sont déjà à la fin de la journée. Parce que ces fuseaux horaires que nous ne pouvons voir visiblement, mais qui sont l'expression de ce que l'homme a voulu faire du temps une réalité permettant de mesurer l'espace. C'est-à-dire le vécu et notre parcours dans l'existence est mesuré par rapport au temps que nous mettons pour le faire. Et ce temps est sorti du vécu de la conscience pour être contenu dans ce que nous avons appelé aujourd'hui les pendules, qui nous révèlent le temps qu'il fait. C'est pour cette raison que quand nous voyageons, si c'est de l'est vers l'ouest, du centre vers l'ouest du monde, on va changer, on va essayer d'évoluer avec les aiguilles de notre montre. C'est la même chose quand on va du centre vers l'est, en fonction des fuseaux horaires qui vont nous séparer de l'endroit où on est parti. Et ça veut dire que même le religieux aujourd'hui sait que la Terre tourne. Même le religieux se sert d'une montre pour s'orienter. Même le religieux sait que c'est plutôt le soleil qui est fixe. Cette vérité donnée par la science ne peut plus être contestée. Si vous regardez la tradition religieuse, il y a eu le pape Benoît XIV, il y a eu le pape Jean-Paul II. Les deux ont essayé de s'excuser ou alors de demander pardon à la communauté scientifique pour ce que les scientifiques ont subi parce qu'ils voulaient donner une nouvelle version de la compréhension qu'on doit avoir du monde. Vous pouvez regarder le sort qu'a subi Galilée, vous pouvez regarder le sort qu'a subi Lavoisier pour avoir révolutionné la chimie. Au moment où on s'en va prendre Lavoisier, quelqu'un dit dans la foule, la France fera 100 ans et on n'aura pas un savant de la trempe de Lavoisier. Un membre de la justice chargé de faire exécuter la instance a dit la France n'a pas besoin de savants, que je suis suivi son cours. On l'a pendu. Alors, monsieur Issoufé, nous savons que c'est vrai que beaucoup, parfois on a l'impression que la vie religieuse s'arrête seulement au niveau de la Bible, mais nous savons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de scientifiques qui adhèrent à la pensée ou alors à la révélation historique qui est le Coran, et que beaucoup, effectivement, de scientifiques, comme vous dites, puisqu'on sait que le livre a été révélé il y a près de... En fait, c'était au XIVe siècle. Donc, aujourd'hui, il y a des révélations qui ont été faites et qui sont démontrées aujourd'hui que cela a été une réalité. Et on se posait la question, est-ce que réellement, ce prophète avait-il des moyens à cette époque de pouvoir expérimenter ou alors de concevoir lui-même un monde que aujourd'hui nous avions les moyens de pouvoir le vérifier et de trouver la réalité? Est-ce qu'il n'y a pas... Oui. Il faut dire que l'appartenance de certains savants à des religions n'est pas la preuve de ce qu'on ne devrait plus regarder le monde avec des lunettes de scientifiques. Tout à fait. Et je vous ai dit tout à l'heure que le principe religieux relève de la conviction personnelle. Et vous n'allez plus voir des États fonder leur constitution sur la divinité. Regardez entre les constitutions de 1972, les constitutions de 1996 au Cameroun. Au Cameroun, oui. La première constitution plaçait le Cameroun sous la protection de Dieu. La deuxième a enlevé
cette phrase. Le Cameroun est devenu un État laïque. Oui. Mais on ne précise plus que le Cameroun est placé sous la protection de Dieu. Mais ça veut dire que les mentalités ont évolué et que l'État n'a de sens que ce que l'homme lui donne. Voyez, non? Et nous ne pouvons pas prendre pour référence les convictions de certains savants. Alors, monsieur Issoufé, nous tirons déjà à la fin de ce programme. Il y a une question qui est intéressante, et celle de savoir, est-ce qu'aujourd'hui la science résout tous les problèmes de l'humanité? La science elle-même, dans son fondement, est humble. Donc, dans les canons intrinsèques de la science, il y a de l'humilité dans l'expression même de sa méthode. C'est pour cette raison qu'en 1927, Heisenberg pose le principe d'incertitude en science. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas possible, en l'état actuel pour la science, de parvenir à une connaissance totale et absolue du réel. Parce que depuis que nous avons découvert la physique microscopique pour la physique quantique, on est à l'échelle quantique dans un monde où rien ne peut nous être donné tel qu'il existe dans son état initial. Nous ne connaissons, l'idée que nous avons du monde quantique est une idée modifiée de la réalité quantique, parce que lorsque nous allons à leur rencontre avec nos instruments, ils ne se révèlent pas à nous tels qu'ils existent avant le contact avec les instruments. C'est la forme modifiée de ces particules élémentaires que nous recevons, et nous pouvons donc supposer ce qu'auraient pu être ces particules dans leur état initial. Sur ce, je voudrais dire que la science, c'est qu'elle est en route. C'est pour ça que les laboratoires sont encore pleins de chercheurs qui continuent à chercher. C'est parce que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Et nous voyons comment la science évolue et se remet en question. Regardez au niveau du traitement du paludisme au Cameroun. La Nivaquine n'existe plus. Il y a des molécules qui prennent plus sérieusement en charge les patients souffrant de paludisme. Ça veut dire que la science avance, et la science ne s'est pas encore arrêtée. Les molécules que nous utilisons aujourd'hui vont s'avérer un jour défectueuses. Alors, mesdames, messieurs, nous allons passer à une question de la semaine, comme il est de coutume dans notre émission. Un guise qui vous permet effectivement de gagner un ouvrage dans cette émission. Alors, la question, elle est simple. Nous avons reçu monsieur Issoufé aujourd'hui. On voudrait tout simplement savoir quel était son premier ouvrage. Vous donnez juste le nom du premier ouvrage et l'année de sortie. Je crois que on prendra tout simplement les premières réponses et on donnera le lot au premier gagnant, et il aura la possibilité aussi de rencontrer monsieur Issoufé pour un tête-à-tête. Alors, pour aller à la fin de cette émission, je crois qu'il est important, monsieur Issoufé, de dire que aujourd'hui, avec les ouvrages que vous avez commis, je sais que le dernier qui est intéressant et qui beaucoup de lecteurs trouveront beaucoup de choses qui sont partagées, parce que vous savez bien le fait définir les termes et surtout bien structurer l'ouvrage. Alors aujourd'hui, quel est le mot qui intéresserait? Nous savons qu'à l'Harmattan, je crois que l'ouvrage est... On peut trouver l'ouvrage et les précédentes aussi. Je crois que... Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une forme d'harmonisation par rapport à la conception de vos idées? Est-ce que, contrairement à une certaine époque, ou est-ce que l'ouvrage aujourd'hui permet à vous qui êtes artiste, à vous qui êtes auteur, de pouvoir effectivement trouver la liberté de pouvoir donner vos avis, et surtout, est-ce que l'ouvrage est facile à l'acquérir aujourd'hui? Oui, comme vous l'avez dit, on le trouve aux éditions l'Harmattan, la représentation Cameroun. Bon, je voudrais dire que
mes convictions partent d'une chose simple, la volonté de faire une philosophie réaliste et de sortir des carcans d'une histoire de la philosophie qui nous enferme dans les préoccupations qu'ont déjà développées des auteurs du passé. Et il faudrait aujourd'hui toucher des questions qui engagent l'humanité tout entière. Parce que penser à l'humanisme aujourd'hui, il ne s'agit plus d'une philosophie réservée à la philosophie ou aux philosophes. Il s'agit d'une volonté d'élargir le public qui pourrait s'intéresser à la philosophie. La philosophie ne doit plus s'enfermer dans les universités. Parce que moi, je peux encore me référer à ces penseurs du XVIIIe siècle, Emmanuel Kant, pour qui il n'y a pas de type de philosophie à enseigner. C'est-à-dire, nous voyons un peuple exercer à la philosophie de par sa façon de se comporter. Ça veut dire que lorsque l'enseignement philosophique est répandu à un plus large auditoire, on est convaincu que chacun pourrait y trouver son compte. C'est pourquoi j'ai choisi d'écrire des ouvrages qui pourraient intéresser même le public non philosophe, au lieu de rester dans une sorte de ratiocination philosophique qui exigerait du lecteur une certaine formation spéciale afin d'être capable de comprendre le contenu d'un ouvrage. Alors, Monsieur Issoufou, on vous remercie d'avoir été de nôtre sur ce plateau. Moi, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Merci et on vous souhaite donc vraiment de meilleures choses à l'avenir. Alors, mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Nous vous donnons rendez-vous à une prochaine édition et surtout, pour ceux qui doivent répondre effectivement à la question quiz de la semaine, je crois qu'il faudrait tout simplement aller à la page Facebook de l'émission et vous pourrez donc envoyer votre message, votre réponse et nous espérons que vous serez donc l'élu. Alors, à une très prochaine édition. Mais ce n'est pas ça l'objectif de la science. La science construit notre savoir-faire. Vous savez, la littérature ne se limite pas au maniement de la langue, mais à la façon dont un écrivain représente le monde. Le jeune homme s'entête à vouloir faire à ce qu'ils se reconnaissent. Bah oui, il est marié. C'est une star, quoi. C'est quelqu'un qui a toujours eu tout le monde à ses C'est pour ça que lorsqu'on a interdit l'union des populations du Cameroun, les UPCistes sont entrés dans le maquis, c'est-à-dire dans la clandestinité.